Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission Fait notre seul Afrique sur Radio Canal K en Suisse alémanique et La Voix du Peuple sur Radio à Volonté. En Côte d'Ivoire, la radiation du président Koudio Laurent Gbagbo de la liste électorale pour déchéance de ses droits civiques suscite indignation et colère des Ivoiriens, surtout de ses partisans. Réaction tout à l'heure dans cette émission avec Dr Boga Sako depuis la Côte d'Ivoire. Débat panafricain. Quel risque court la sous-région ouest-africaine en matière de démocratie si Macky Sall maintient toujours son projet de troisième mandat au Sénégal? Nous en débattons dans quelques instants avec nos invités sénégalais, ivoiriens et togolais. Ils seront en ligne depuis Dakar, Abidjan et Lomé. Merci de votre fidélité sur Radio Canal K, sur Radio à Volonté. Quel est Kétanier? À Volonté. Merci de votre fidélité sur le 3xW.canalk.ch et sur le 3xW.radioavolonté.com. Débat panafricain. Quel risque court la sous-région ouest-africaine en matière de démocratie si Macky Sall maintient son projet de troisième mandat au Sénégal? Et sont en ligne avec nous pour en débattre. Depuis Dakar au Sénégal, nous accueillons Mamadou Mbodj. Bonsoir. Bonsoir, M. Ramos. Bonsoir à tout le monde, à vos auditeurs. Nagadef à tous nos frères et amis sénégalais depuis Dakar au Sénégal, un peu partout. Vous êtes coordinateur de la coalition société civile et partis politiques F24. On accueille depuis Abidjan Dr Boga Sako. Bonsoir. Oui, bonsoir cher ami Sylvain Amos. Je salue mes co-panélistes, mais je salue surtout tous les auditeurs de la radio à Volonté. Merci beaucoup. À Volonté veut dire le combat continue. Merci beaucoup, Dr Boga Sako. Vous l'avez bien prononcé comme un Togolais à Volonté. Bravo, bravo à vous. On accueille à Lomé au Togo, professeur David Dossé. Bonsoir. Oui, bonsoir Sylvain. Très heureux de me retrouver encore une fois ici. Et je remercie M. Mbodj et M. Boga Sako de leur présence également. Et je salue tous ceux qui nous suivent sur la radio à Volonté, Radio Canal K. Merci beaucoup, professeur David Dossé. Je rappelle que vous êtes premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Et Dr Boga Sako, j'ai oublié de le présenter, mais il n'est plus à présenter quand même à la diaspora africaine, surtout aux Togolais, aux Ivoiriens. On se connaît très bien. C'est parce que ce n'est pas la première fois que vous intervenez dans cette émission. Mais je rappelle que vous êtes président fondateur de FIDOP, Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme. Avant d'entamer notre sujet sur le débat panafricain de ce soir, parlons justement de cette actualité en Côte d'Ivoire qui diffère la chronique. Donc, c'est justement la radiation du président Koudio Laurent Gbagbo de la liste électorale pour déchéance de ses droits civiques. Alors, comment peut-on laisser entrer M. Gbagbo au pays après plusieurs années passées à la haie sans l'inquiéter de la condamnation qui pesait sur sa tête? Et à la veille des futures échéances électorales en Côte d'Ivoire, on lui oppose certains aspects de la dite condamnation. À quel jeu joue le pouvoir de la zone Ouattara? Et Dr Boga Sako, je l'ai dit tantôt, vous êtes président fondateur de FIDO, Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme. Vous avez également fait une déclaration rendue publique mardi. Et vous avez conclu en disant que la radiation de Laurent Koudio Gbagbo sur la liste électorale est une décision plutôt politique que judiciaire. Alors, Dr Boga Sako, vous proposez que Laurent Koudio Gbagbo saisisse directement le Conseil constitutionnel afin qu'il soit rétabli dans ses droits civils et politiques. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de la question. Écoutez, c'est une situation qui concerne le militant des droits de l'homme que je suis, parce que vous savez que le droit de voter et d'être éligible est un droit fondamental, c'est un droit de l'homme. Et ce droit-là fait partie de la première génération des droits de l'homme que l'humanité a obtenu, a consacré, a validé, parce que ce sont les droits civils et politiques. À la vérité, ces droits-là sont inaliénables et inviolables. Parmi ces droits-là, il y a même le droit à la vie. Rappelez-vous, à l'époque de la négritude, ou alors enfin, je l'ai dit plutôt de l'esclavage, où l'être humain n'était pas considéré, notamment le noir, il n'avait aucun droit, etc. Donc, ce sont des droits précieux qu'on a acquis. On ne peut pas voter, on n'était pas considéré, au même titre que le blanc.
Donc, ces droits-là, pour qu'on les enlève à un individu, il faut faire attention. C'est vrai que nous sommes dans des sociétés où nous avons des règles. Il y a dans le droit classique, on peut condamner un individu et puis lui ôter ses droits civils et politiques, notamment un grand criminel. Ça existe dans la plupart des pays. Mais ce qui s'est passé dans le cas du président Laurent Gbagbo est pratiquement cocasse et puis c'est choquant. Le monsieur est envoyé à la haie par l'État de Côte d'Ivoire qui estime que dans la crise de 2010, sa juridiction n'est pas à même de le juger. Donc on sait où il se trouve. Mais pendant qu'il y est, pour crime contre l'humanité, en même temps on le poursuit en Côte d'Ivoire pour d'autres faits, notamment pour le casse de la BCAO, donc crime économique. Mais là où il y a le problème, c'est qu'il ne peut pas répondre devant le juge ivoirien parce qu'il se trouve à la haie. Or, le juge ivoirien dit, il n'est pas présent, donc je le condamne par contumace. C'est là où se pose le problème. En tant que militant des droits de l'homme, je considère que ce procès-là n'a pas été équitable. Donc, il a produit l'effet de lui priver de ses droits, de l'enlever de la liste électorale, de le priver de ses droits civils et politiques. Donc aujourd'hui, la CEI, Commission électorale, donne les listes provisoires à tous les partis politiques. M. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Or, je rappelle que quand les faits se sont produits en 2020, M. Laurent Gbagbo a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a enjoint, et la Cour africaine s'est prononcée sur la question, a rendu une décision à Arusha le 25 septembre 2020. Et dans la décision, ils ont enjoint l'État de Côte d'Ivoire, et je cite, à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant le requérant Laurent Gbagbo de s'enregistrer sur la liste électorale. C'est après cette décision-là que M. Ouattara décide que la Côte d'Ivoire se retire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais trop tard, la décision est déjà tombée. Donc l'État de Côte d'Ivoire, qui dit être un État de droit, qui a signé et ratifié des traités internationaux, se voit là obligé de remettre M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça peut créer encore une situation. C'est pour cela que la FIDOC, qui recherche la paix avec tout ce qui est arrivé à ce pays, dit M. Laurent Gbagbo qu'il saisisse à nouveau le Conseil constitutionnel. Parce qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a changé de président. Peut-être que la nouvelle présidente va appliquer le droit, elle qui veille au respect de la Constitution, laquelle Constitution consacre les droits de l'homme. On espère qu'elle va profiter là de l'occasion pour redorer le blason ivoirien en matière de droits. Mais mieux, nous avons demandé également au parti du président Laurent Gbagbo, en tant que parti politique, de toucher les autres partis. Parce que vraisemblablement, ça, ce n'est pas une décision judiciaire. Nous pensons à la FIDOC que c'est une décision plutôt politique. Et moi, j'ai participé au dialogue politique. Quand je suis rentré d'exil, je suis bien placé pour dire que dans les résolutions, nous avons demandé à ce que les condamnations à 20 ans soient levées, que ce soit pour M. Gbagbo, M. Charles Blé Goudé, M. Guillaume Soro, pour que la Côte d'Ivoire se retrouve dans un esprit de réconciliation. Vraiment, vous me permettez là de terminer en sortant de cette question-là. L'ancien appelle encore à M. Ouattara. On ne peut pas dire qu'on veut la paix, on ne peut pas dire qu'on est dans un dialogue, dans un moment de dialogue, et en même temps profiter pour envenimer encore la situation. Je pense que cette situation peut dégénérer, peut remettre en cause tout l'esprit de réconciliation qui prévaut depuis le retour du président Gbagbo, de Charles Blé Goudé, etc. C'est à M. Ouattara qui est président de la République de jouir, de profiter de tous les leviers pour que cette question soit réglée, parce que c'est une question gravissime de violation des droits de l'homme. Et je dis. Tout à fait. En tout cas, tu as voulu va suivre de près ce dossier. Hein. On va quand même revenir sur ce dossier brûlant en Côte d'Ivoire. Maintenant, entamons le débat panafricain. Quel risque court la sous-région ouest-africaine en matière de démocratie si Macky Sall maintient son projet de 3e mandat au Sénégal? On va relancer rapidement Mamadou Mbodjo depuis le Sénégal. Mais justement, mercredi dernier, 24 mai, selon des informations, très tôt le matin, le procureur de la République a requis contre l'opposant Ousmane Sonko 10 ans de prison pour viol ou encore 5 ans pour corruption de la jeunesse qui, depuis le début de ce procès, constitue un bouclier humain autour de l'opposant Ousmane Sonko. Alors, le délibéré est attendu le 1er juin. Donc, alors, Mamadou Mbodjo, vous qui êtes coordinateur de la coalition Société civile et parti politique F24, mais en attendant le délibéré, comment réagit la population sénégalaise?
Peut-être qu'il faut dire qu'il y a la consternation partout, au niveau des jeunes et des personnes âgées d'ailleurs, parce que non seulement il y a eu un procès à sens avec des témoignages, en tout cas des positions tellement abjectes que ça ne correspond à aucune valeur. Et donc les gens sont sidérés de voir qu'on a pu tenir un procès au terme duquel le procureur dit qu'il demande 10 ans, mais que s'il n'y a pas de viol, il demande 5 ans. Donc lui-même, il est dans le doute qu'il n'y a pas de viol. Un procureur qui doute qu'il y a un viol, pour un procès traduit en criminel, c'est extrêmement grave. C'est un aveu, évidemment, que ce procès-là n'avait pour objectif que de salir l'image de marque de M. Ousmane Sonko, présenté comme un pervers. Donc, c'était juste pour détruire son image, pour qu'aux yeux, il ne soit plus crédible. Donc, c'est sa crédibilité qui est en jeu. Et maintenant, les populations sont concernées parce qu'ils voient combien la violence répressive, la violence d'État peut se mettre au service de gains politiques, de fins politiques pour tuer un homme. Et cela, évidemment, les gens sont craintifs par rapport à la perfidie jusqu'où on peut aller dans cette situation. Cela est lié quelque part à la volonté de M. Macky Sall d'imposer un troisième mandat. Et s'il parvenait par la ruse et par la répression, comme il l'a fait ici, à obtenir un troisième mandat, évidemment, la première chose, c'est quoi? C'est qu'il y a une dictature qui s'installe au Sénégal. Parce que c'est un coup d'État constitutionnel qui va s'opérer. Et il va confisquer le pouvoir. Et parce que ces courtisans disent Macky Sall 2035, ça veut dire qu'il en a encore pour 2 autres mandats. Et donc, non seulement cela va créer au Sénégal un précédent absolument dangereux, détruire ce qui a constitué jusqu'à présent une vitrine démocratique en Afrique, mais le plus grave, c'est que il n'y aura pas de stabilité au Sénégal. Parce qu'en vérité, s'il parvient à confisquer le pouvoir, ce n'est pas qu'il puisse gouverner tranquillement. Il y aura tellement de grabuge, tellement de perturbations que je crains le pire. Parce que non seulement on peut arriver à une guerre civile, mais on peut arriver à un coup d'État militaire. On peut arriver à ouvrir la porte aux djihadistes, etc. Donc, ce qui fait que non seulement l'insécurité va régner déjà dans certains pays, mais l'insécurité va se généraliser dans toute l'Afrique de l'Ouest. L'insécurité va se généraliser et c'est la perte d'espoir qui va s'installer. La perte d'espoir que les gens, quand même, jusqu'à présent, ont espoir que la démocratie peut servir à quelque chose, que la démocratie va aider à progresser. Aujourd'hui, en fait, l'exemple vient de Ouattara. Ça veut dire que Ouattara va triompher. Le modèle, le symbole Ouattara va triompher. Il obtient le troisième mandat, il mate le peuple, il reste au pouvoir. Donc, ça veut dire que désormais, partout en Afrique, chacun peut avoir la possibilité de mater le peuple et de se maintenir au pouvoir 3 fois, 4 mandats, etc. etc. En tout cas, il faut craindre le pire. Justement, il faut craindre le pire. Mamadou Mbodj, je ne vous coupe pas. Votre réaction m'amène à vous soumettre également cette question. Justement, au Togo, Fagne Gnassingbé est à son 4e mandat, malgré la mobilisation du peuple togolais. Et également, Alassane Ouattara, également, malgré toutes ces mobilisations en Côte d'Ivoire, a réussi à faire passer son 3e mandat. Et même, je pense qu'il est candidat à la prochaine élection présidentielle. Et finalement, si cette histoire du 3e et 4e mandat passe dans ces 2 pays que je viens de citer, notamment au Togo et en Côte d'Ivoire, alors Mamadou Mbodj, peut-on en déduire que c'est cela qui a aussi inspiré Macky Sall dans son projet de 3e mandat au Sénégal? En gros, pour revenir sur le thème du débat, même panafricain de ce soir, quel risque court la sous-région ouest-africaine en matière de démocratie si Macky Sall maintient son projet de 3e mandat au Sénégal? Mais pour moi, il n'y a pas de doute. C'est Ouattara qui inspire Macky Sall. D'autant plus que Macky Ouattara a eu l'onction de l'Occident, de la France et des alliés occidentaux. Donc, ils n'ont pipé mot, ils ont laissé faire. Et Macky Sall pense qu'il pourrait effectivement, à la manière de Ouattara, imposer un 3e mandat, tuer beaucoup de Sénégalais comme ça a été en Côte d'Ivoire. Je disais tout à l'heure que dans les années 2010, etc.,
cela était peu envisageable parce que l'Occident avait quand même quelque part un regard critique sur ce qui se faisait. Aujourd'hui, en Occident, avec l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, des gens comme Trump, etc., ils piétinent les valeurs démocratiques. Donc, ils n'en ont cure. Et à partir du moment où il n'y a pas de surveillance extérieure et que les forces intérieures ne sont pas capables d'endiguer la vague vers le troisième mandat, évidemment, ça n'est fini. Ça va être une gangrène, qui va se métastaser. Et partout, les dictateurs vont revenir. Ça, c'est la première conséquence. Tous les dictateurs qui sont là vont se maintenir et les dictateurs en herbe vont devenir de grands dictateurs. Et évidemment, maintenant, si les peuples ne l'acceptent pas cela, on va assister à une crise permanente, ce qui va ouvrir la porte, j'ai dit tout à l'heure, à des djihadistes et à tout. Donc la porte est ouverte à la limite, à la recolonisation même de l'Afrique, parce que l'Occident est là à l'affût. Ils sont là pour leurs intérêts. Ce qui les intéresse, ce sont les matières premières. Ce qui les intéresse, c'est que l'Afrique demeure dans la pauvreté. Et à partir du moment, ils ont des sbires, des représentants qui sont là, qui veillent sur les intérêts, et ils vont les mettre au pouvoir. Parce que si la société se disloque, s'il y a des guerres civiles, ben, ils peuvent être prompts avec leurs armées à intervenir indirectement et à mettre en place des dictateurs qui vont leur servir. Donc, de ce point de vue, on peut s'attendre au pire avec cette troisième mandat de M. Macky Sall. Tout à fait. On relance à Lomé, au Togo, au professeur David Dossé, qui est porte-parole du mouvement Front Citoyen Togo Debout. Justement, mercredi dernier, selon des informations très tôt le matin, le procureur de la République a requis contre l'opposant Ousmane Sonko 10 ans de prison pour viol ou encore 5 ans pour corruption de la jeunesse qui, depuis le début de ce processus, constitue un bouclier humain autour de l'opposant Ousmane Sonko. Le délibéré est attendu le 1er juin. Professeur David Dossé, je sais que vous suivez très bien ce qui se passe au Sénégal. Quel regard portez-vous sur cette situation très critique au Sénégal? Alors, ce que je retiens dans les différentes interventions que nous venons d'écouter, c'est qu'on a le sentiment qu'en Côte d'Ivoire et au Sénégal, la justice est instrumentalisée par l'exécutif à des fins politiques. Je crois que Dr Sako et M. Mamadou Mbodj ont été suffisamment clairs dans leurs explications. La justice devient finalement le bras armé du pouvoir afin d'écarter des adversaires politiques. Et je crois que cela est extrêmement dangereux de jouer à ce genre de jeu. Et cela permet justement à des personnalités qui sont à la tête de ces pays de mettre en place ainsi des stratégies de confiscation du pouvoir, des stratégies de conservation de pouvoir. Et donc, c'est cette sempiternelle affaire du 3e mandat, cette sempiternelle affaire du 1e mandat, parce que au Togo, nous en sommes déjà au 4e mandat, qui continue malheureusement d'éroder la démocratie, d'éroder la gouvernance dans notre espace communautaire. Et cela est extrêmement dangereux si on tient compte du contexte. Cela a été rappelé, nous sommes aujourd'hui menacés par l'extrémisme violent et donc nous avons besoin de beaucoup plus de démocratie, beaucoup plus de respect en termes des droits humains, en termes d'état de droit. Et si nous persistons dans ces différentes stratégies mises en place, ça et là, pour conserver le pouvoir en instrumentalisant la justice, on risque d'entraîner le chaos dans des pays comme le Sénégal, dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou ailleurs. Et le chaos va certainement permettre à l'extrémisme violent de s'enraciner davantage dans notre région. Donc, ce qui se passe au Sénégal nous concerne tous et c'est pour cela que nous avons tous les yeux focalisés sur Dakar et sur le procès qui est en cours actuellement. Nous espérons que le Sénégal, qui a longtemps été un modèle démocratique en Afrique, puisse se ressaisir et mettre sur pied les mécanismes qui permettront à la justice de jouer
son rôle qu'on attend, le rôle qu'on attend d'elle, la justice, qui vont permettre donc les mécanismes d'apaiser le climat socio-politique au Sénégal, les mécanismes qui vont permettre de respecter les dispositions de la Constitution en termes de nombre de mandats. Et je crois que le président Macky Sall a fait suffisamment d'interventions par le passé en affirmant que le problème de nombre de mandats était réglé au Sénégal. Et donc ces 2 mandats, il n'en fera pas un 3e. J'espère en tout cas qu'une voix sage va lui parler afin qu'il revienne et qu'il réécoute ses propres propos et qu'il tienne compte des dispositions de la Constitution sénégalaise. Il est en train de finir son 2e mandat, qu'il fasse en sorte que le passage de témoins se fasse dans la tranquillité, dans la paix, afin que le Sénégal franchisse le pas de 2024, qu'on entre dans une autre ère avec un président qui sera élu par les Sénégalais. Ce président ne sera pas le président Macky Sall puisqu'il aura fini, selon les dispositions constitutionnelles, donc son 2e mandat. Il ne pourra plus se présenter. Et j'espère que le Sénégal pourra poursuivre vraiment dans cette voie démocratique qu'il a toujours tracée. Et cela peut donner une chance à la sous-région et aux autres pays qui sont en train de lutter pour que les valeurs démocratiques soient davantage mises en avant. D'accord. Alors, on va relancer depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, Dr Boga Sako. Hein, vous avez suivi tout à l'heure Mamadou Mbodj depuis Dakar, professeur de depuis Lomé. Et justement, en Côte d'Ivoire, malgré la mobilisation du peuple ivoirien, Alassane Ouattara a réussi à faire passer son 3e mandat. Au Sénégal, depuis le début du procès de viol contre l'opposant Ousmane Sonko, on observe que le peuple sénégalais constitue un bouclier humain autour de Sonko. Dr Boga Sako, mais visiblement, le dictateur africain ne semble pas tellement être inquiété par ce rapport de force qu'est la mobilisation populaire. Dr Boga Sako. Oui, alors merci. Je me retrouve dans tout ce que mes prédécesseurs, en tout cas mes co-panélistes, ont eu à dire. Et je pense que je vais juste ajouter quelques éléments. Vous voyez, nous sommes une génération que voudrions voir l'Afrique ressembler aux grandes nations du monde. Et ces nations-là ont expérimenté la démocratie et nous pensons, peut-être naïvement, en tant qu'intellectuels, en tant que cadres de nos différents pays, nous pensons qu'en copiant ce qui est bien chez ces Occidentaux-là, nos États africains peuvent aussi se développer comme les autres sont développés. Parce que nous avons tout. Nous avons toutes les richesses naturelles, à tout point de vue. Et on a aussi les ressources humaines. Mais nos dirigeants actuels, on est dans une phase de transition où les anciens dirigeants qui sont de la vieille école refusent de se laisser, j'allais dire, phagocyter, de se laisser toucher par la démocratie au sens pur du terme. Et notre combat est celui-là. Je dis notre combat parce que vous savez très bien, mon cher Sylvain Amos, que dans mon exil, j'ai dû m'impliquer aussi à l'extérieur en criant sur tous les médias, Afrique Média, partout, pour que la question du 3e mandat dans mon pays, la Côte d'Ivoire, n'advienne pas. On a été réduit en minorité. M. Ouattara s'est fait réélire. Quand je suis rentré d'exil, le juge m'a convoqué et je suis placé sous contrôle judiciaire à cause de cette affaire. Ce qui fait que je ne suis pas très à l'aise pour parler du cas de la Côte d'Ivoire, vu que la procédure me concernant est pendante. Et chaque fois que je dois sortir de mon pays, je reviens là d'Europe, je suis obligé de demander l'autorisation du juge. Mais je suis meurtri quand je vois ce qui se passe. Je suis meurtri pour mon continent, je suis meurtri pour nos pays africains. Ce n'est pas possible. Comment? Qu'est-ce que les Macron ont, les Barack Obama ont pour que nos dirigeants ne puissent pas voir qu'en 2 mandats, quelqu'un peut apporter à son pays ce qu'il a de meilleur et puis laisser la place à un autre. Le meilleur dirigeant, c'est celui qui sait léguer le pouvoir quand il a fini de remplir sa mission. Et le Sénégal, dont nous parlons aujourd'hui, avec tout ce que les autres pays nous ont montré comme désastre, le Sénégal restait un peu le seul pays que nous citions. À 2 niveaux. Non seulement les textes sénégalais ont toujours été respectés depuis le premier président Senghor jusqu'à aujourd'hui, mais il y a même le peuple qui est toujours garant, parce que n'oublions pas qu'Abdoulaye Wade a violé le principe des 2 mandats pour pouvoir se présenter à un 3e. C'est le peuple sénégalais qui a permis au Sénégal de rester toujours debout. Aujourd'hui, je pense que le peuple est encore mis à l'épreuve.
Donc, j'espère, et ça j'anticipe un peu, je procède un peu comme vous, les journalistes, je procède par la conclusion, j'espère que le peuple sénégalais restera toujours un exemple sur le continent africain et même dans le monde pour que ce peuple-là soit respecté. En tout cas, je m'en vais dire que... allez-y. Oui, parce que à la suite de ce que mes amis ont dit, en tant que militant des droits de l'homme, je suis écœuré. Parce que vous voyez, là, on a affaire à un problème politique. Mais ce qui est dommage, c'est que le politique instrumentalise le judiciaire ou le juridique. Et ça pose problème, ça met le pays en danger. C'est-à-dire que les politiciens peuvent avoir des folies. Je fais un mandat, je veux faire un deuxième, mais ils utilisent la justice. Tout à fait. Et finalement, on est mal barré. Quoi. Docteur Mamadou Mbodj l'a dit depuis Dakar, donc que l'Afrique sous-région ouest-africaine court un grand risque, surtout de danger, de signes d'insécurité. Alors pour vous, quel est le risque concrètement court la sous-région ouest-africaine en matière de démocratie si Macky Sall maintient son projet de 3e mandat au Sénégal? Non, mais c'est fini. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a essayé, ça s'est passé. Ensuite, on va aller dans un... Bon, même en Guinée, il avait tenté aussi, c'est parce que les jeunes militaires n'ont pas voulu, et puis ça s'est passé comme cela. Sur le Sénégal aujourd'hui, donc finalement, ça va contaminer toute la sous-région. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est qu'on va perdre de plus en plus confiance à la démocratie. On va perdre de plus en plus confiance à la justice. À ce moment-là, c'est le laisser aller. Regardez aujourd'hui le Mali, regardez le Burkina Faso, regardez la Guinée. En tant que militant des droits de l'homme, je ne devrais pas citer de tels exemples où des jeunes militaires ont fait irruption dans la démocratie, interrompant la démocratie et s'installant de force. Il faut que nos dirigeants comprennent que ce soit l'un ou l'autre. Ou on respecte les règles démocratiques, ou alors vous ouvrez la porte à tout le chaos d'où il puisse venir. Et ça, c'est le risque. C'est le risque que nous courons. Aujourd'hui, je l'espère encore. Regardez le cas de Ousmane Sonko. Alors, regardez, quand notre frère du Sénégal dit, le procureur donne 2 sanctions. 10 ans, si il y a viol, c'est-à-dire que dans tous les cas, il faut condamner Ousmane Sonko. C'est-à-dire que c'est ridicule, ça fait sourire. On n'a même pas besoin de débattre. M. Macky Sall veut à tous les coups casser du Ousmane Sonko. Mais c'est triste. Ailleurs, on dit, M. Sonko, si tu penses que tu pèses quelque chose, allons au vote. Si tu penses que tu es fort, allons au vote. C'est ce que M. Gbagbo Laurent a donné comme exemple ici. Il fait tout pour que M. Ouattara soit candidat et puis il dit allons au vote. Sauf qu'après, au niveau des comptes des voix, la CEI, le conseil n'ont pas joué leur rôle et puis on a connu la guerre. Mais un démocrate, il dit allons au vote. Mais Macky Sall n'a plus sa place justement dans ce vote. Et j'espère que les Sénégalais seront vigilants. En tout cas, toute l'Afrique sera debout pour donner de la voix. Nous autres, on pourra le faire parce que ce n'est pas dans notre pays, puisque dans notre pays, c'est la même situation qui se pose aujourd'hui. Et c'est dommage. Alors, Mamadou Mbodj, depuis Dakar au Sénégal, vous êtes coordinateur de la coalition F24, coalition de la société civile et des partis politiques au Sénégal. La question de 3e et 4e mandat devient très inquiétante dans la sous-région ouest-africaine, notamment au Togo, tout comme en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le Bénin fait l'exception. On peut parler du Ghana également. Alors, apparemment, les grandes mobilisations seules n'arrivent plus à faire fléchir les dictateurs africains. Alors, quelle synergie d'action des mouvements entre des mouvements citoyens africains, à l'instar de Togo Debout au Togo, F24 au Sénégal et d'autres mouvements dans la sous-région ouest-africaine? Mamadou Mbodj. Il faut d'abord maintenir les mobilisations massives, faire participer les populations aux revendications, parce que plus les populations sont conscientes et mobilisées, plus il y a des chances que les dictateurs reculent. Maintenant, si elles sont massives et permanentes, en tout cas, je crois qu'au Sénégal, ça peut marcher. Et c'est ça l'option aujourd'hui de F24, qui veut sensibiliser les Sénégalais autour de la vérité pour qu'il y ait la paix. Parce que la confrontation, elle doit être en dernier lieu, le dernier recours. Mais si les dictateurs, si Macky Sall se révèle pire que les dictateurs et veut se maintenir au pouvoir, certainement, il y aura des confrontations. Et ces confrontations, personne n'en connaît l'issue. Parce que justement, lorsqu'il y a confrontation, non seulement il y a beaucoup de pertes humaines, de dégâts, mais encore,
il y a une sorte de vendetta, de guerre civile qui peut s'installer, et ça laisse la porte ouverte, comme j'ai dit tout à l'heure, non seulement aux militaires, mais également aux extrémistes. Donc, de ce point de vue, c'est une option qu'il faut réduire au maximum. Donc, la première option, c'est que les masses conscientes se mobilisent. Et lorsqu'elles se mobiliseront, je suis sûr que, en tout cas au Sénégal, on devrait parvenir à dissuader Macky Sall, de l'amener à renoncer à son projet funeste et mortifère de nous imposer un troisième mandat. Et donc, de ce point de vue, je crois qu'il y a un travail de sensibilisation, de conscientisation, de mobilisation qu'il faut mener pour que les Africains, pour que les Sénégalais, en tout cas tous les citoyens d'un pays, se sentent concernés par la politique. Parce que tant qu'ils ne se sentent pas concernés, tant qu'ils pensent qu'il y a une minorité qui doit se battre et que cette minorité n'a pas assez de force pour faire face aux tyrans, évidemment, ça ne marchera pas. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à mobiliser le maximum de citoyens et à partir de ce moment-là, tout devient possible. Parce que non seulement la massification peut dissuader, mais encore, lorsqu'il s'agira de confrontation, le dictateur qui veut troisième ou quatrième mandat, évidemment, devra en tuer beaucoup pour arriver à cela. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'il peut ne pas y arriver et le peuple peut triompher. Donc, de ce point de vue, moi, je crois que l'alternative, c'est justement une citoyenneté active, consciente, mobilisée, qui brave, évidemment, les interdits, en tout cas, qui puissent faire face aux interdits du dictateur. D'accord, je pense que vous mettez l'accent sur une sensibilisation citoyenne, mais nous on parle plutôt pour appuyer ce que vous dites d'une synergie d'action des mouvements citoyens dans la sous-région ouest africaine, parce que ce n'est pas qu'au Sénégal, il y a au Togo, il y a en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays également. Alors, parce que nous sommes dans un débat panafricain, et quand on parle du panafricanisme, il y a la solidarité qui manque un petit peu pour qu'on complète nos actions citoyennes. Mamadou Ndiob. Mais absolument, c'est le moment ou jamais de mettre en œuvre cette conscience panafricaniste pour que les organisations citoyennes se joignent, se parlent et conjuguent leurs efforts. Quand il y a un débat au Togo, que les Sénégalais, les Ivoiriens, les Guinéens en soient présents, et j'ai vu tout à l'heure en France, récemment, il y a eu une marche panafricaniste où il y avait les gens de RD Congo, où il y avait donc les Sénégalais, etc. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Il faudrait qu'il y ait une jonction entre toutes les forces vives des pays de la sous-région pour peser sur la balance et non seulement simultanément mais solidairement. Ça veut dire que si les Togolais doivent manifester, que les Sénégalais puissent appuyer cette manifestation, que les Ivoiriens puissent faire de même. Et réciproquement, je crois qu'il y a une forte synergie qu'il faut faire, et cette synergie, je dis, passe par une conscience citoyenne qui va s'élever, une mentalité décolonisée qui prendra évidemment en charge ces luttes-là, qui sont des luttes démocratiques, qui sont des luttes de survie. Parce qu'en vérité, si on laisse les gens comme Ouattara et Macky Sall diriger nos pays, ça veut dire qu'on ne s'en sortira pas. On restera toujours sous la domination des pays qui sont là pour consommer et pour rester sous la domination. Donc, il nous faut une conscience citoyenne, il faut une solidarité citoyenne interafricaine, et je crois que à partir de ce moment-là, les combats vont être plus féroces et peut-être déboucher sur des victoires. D'accord. Je vais relancer professeur David Dosset depuis Lomé au Togo. Je pouvais encore vous soumettre la même question par rapport à la synergie d'action qu'il faut mener, puisque la question se pose au Togo, 4e mandat, 3e mandat en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara qui prépare encore à être candidat, ou bien il est déjà candidat déclaré en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, le Macky Sall est tellement flou, il dit pas oui, il dit pas non, mais les Sénégalais ne sont pas dupes, ils savent très bien que oui, Macky Sall veut maintenir son projet du 3e mandat. Son projet du 3e mandat. Donc, du coup, le peuple africain doit se mobiliser. C'est ce que vient de dire Mamadou Mbodjo depuis le Sénégal. Alors, quelle synergie d'action des mouvements citoyens africains, à l'instar de votre mouvement Togo Dobo F24 et d'autres, pour que, oui, comme on le dit souvent, ou bien certaines analyses pensent que les mobilisations seules n'arrivent plus à faire fléchir les dictateurs?
Oui, Sylvain, je suis totalement d'accord. Effectivement, il faut mettre en place ce grand mouvement citoyen ouest-africain suffisamment solidaire pour obtenir des avancées véritables en termes de réformes, en termes d'état de droit et de démocratie. Puisque nous sommes en train de parler de l'espace communautaire, souvenons-nous qu'en 2015, il y avait eu cette tentative de la CEDEAO de mettre en place justement cette réforme de son protocole de bonne gouvernance et de démocratie afin d'y inscrire cette disposition qui limite le nombre de mandats présidentiels. Et à l'époque, en 2015, nous avions deux pays qui s'étaient opposés, le Togo et la Gambie. Puis, c'était la Gambie de Yahya Jammeh, et puis le dictateur est tombé, et nous pouvions penser à l'époque qu'il ne resterait plus que le Togo sur 15, et donc il y avait une chance que enfin cette disposition, cette réforme puisse passer. En 2022, on est très surpris de voir qu'en plus du même Togo qui revient, s'ajoute cette fois-ci la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, il y a une mutation grave qui est en train de s'opérer, et c'est ce que Decoing appelait le virus du troisième mandat qui est en train de s'étendre. D'autres ont parlé de gangrène, de la dictature. Et donc, à partir de là, je pense qu'il faut s'interroger, il faut se poser les bonnes questions. C'est vrai qu'il faut poser le débat au niveau national, les Sénégalais sont en train de le faire, les Ivoiriens, nous également au Togo, mais peut-être qu'au niveau communautaire, il va falloir également réfléchir à une bonne stratégie citoyenne afin d'obtenir quelque chose qui puisse permettre d'avancer. Je continue en disant que il y a cet environnement, ce contexte de difficultés en termes de sécurité, d'extrémisme violent qui joue également. Réécoutons le dernier discours du président français à l'endroit de l'Afrique. C'était en février de cette année. Dans tout ce que le président Macron a cité, il a cité des choses qui sont peut-être importantes pour la France, qui ont également aussi de la valeur pour nous, je n'en disconviens pas. Il a parlé de sécurité et autres, mais à aucun moment il n'a cité la question démocratique, les enjeux de démocratie, qui constituent pour nous une question éminemment importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'Occident, il a cité l'enjeu sécuritaire, qui constitue un élément très important, doit prendre l'ascendant sur tout le reste. Et donc, la France est en train de réorganiser son dispositif par rapport à l'enjeu sécuritaire. Et s'il doit y avoir le statu quo au Togo, s'il doit y avoir le statu quo en Côte d'Ivoire, s'il doit y avoir le statu quo au Sénégal pour garantir pour la France plus de sécurité, ben, tant mieux. Et c'est là où nous, en tant que citoyens africains, nous devons intervenir en disant que non, pour nous, l'état de droit, la question de respect des libertés individuelles et collectives, la question du respect des droits humains constitue un enjeu prioritaire. Et donc, je reviens encore une fois à la dernière question que tu m'as posée. Retournons à l'espace, à l'échelle communautaire. Disons à la CEDEAO, cette fois-ci, il faut que vous puissiez mettre en place cette réforme de votre protocole de bonne gouvernance et de démocratie. Vous allez y inscrire de façon claire la limitation du nombre de mandats présidentiels et il faut que cela soit applicable dans tous les pays. Et je pense que je ne dévoile rien si je dis qu'il y a une dynamique qui est en train de se faire dans ce sens. Nous sommes en discussion depuis plusieurs mois avec Africa Jom Center. Nous sommes dans une dynamique avec Africa Jom Center au Sénégal, avec Tournons la page en Côte d'Ivoire. Et j'espère que d'ici quelques mois, nous arriverons à avoir suffisamment de force, de dynamisme pour, au niveau régional, arriver à mettre en place cette synergie des différentes organisations citoyennes de tous ces pays qui sont en train de lutter à l'échelle nationale, mais qui ont décidé de porter également le combat au niveau communautaire afin d'obliger la CEDEAO à ce que cette réforme de ce protocole puisse enfin se faire après les tentatives qui ont échoué en 2015 et en 2022. En tout cas, avant de relancer Dr Boga Sako depuis la Côte d'Ivoire, professeur David Dossé, on peut rappeler à nos fidèles auditrices auditeurs de Canal K de Radio, à nos amis panafricains que voilà, tu donnes la page dont le Fonds citoyen Togo est membre avait initié il y a quelques années, je pense que 2021 déjà, une journée à Cotonou où le président Patrice Talon a soutenu votre projet de limitation de mandats présidentiels. Et si mes mémoires sont bonnes également, il y a aussi le président botswanais, mais au Sénégal, vous étiez un peu bloqué, David Dossé. Qu'est-ce qui s'était passé? Tout à fait, tout à fait. En juillet 2021, nous étions
À Cotonou, c'était un sommet citoyen ouest-africain et le président Talon a accepté de venir devant la société civile ouest-africaine prendre l'engagement de respecter la limitation à 2 des mandats présidentiels et il avait donc pris l'engagement de partir en 2026 et il a accepté le bâton qui symbolise justement cette limitation de mandat. Ensuite, au Botswana, 1 an plus tard, en juillet 2022, le président Masisi a fait le même exercice et a lancé même ce qui pour nous est devenu un slogan, One, Two and No More, ce qui signifie 1, 2 et pas plus. Et donc, en septembre de l'année dernière, nous étions convaincus que le Sénégal, terre démocratique, allait certainement pouvoir accueillir le lancement officiel de cette campagne ouest-africaine pour la limitation du nombre de mandats présidentiels. Nous avons vu des artistes comme Mewe, Didier Awadi et bien d'autres. On s'est retrouvés au Sénégal, on a été à Gorée, on a enregistré le clip d'une très belle chanson qui parle de la limitation du nombre de mandat présidentiel. J'espère qu'on pourra jouer de plus en plus cette chanson justement sur Radio à vous l'été. Tout à fait. Et à notre grande surprise, le concert qu'on devait faire pour lancer officiellement cette campagne à Dakar, à l'hôtel Radisson, voilà, ce concert a été interdit par la préfecture qui a dit risque de trouble à l'ordre public. On était vraiment tombés des nues, on était très surpris qu'au Sénégal, on puisse empêcher juste un simple concert de quelques artistes qui sont venus pour parler de démocratie et d'état de droit. Bon, ça a été un épisode assez malheureux, mais toujours est-il qu'officiellement la campagne a été lancée. Nous sommes vraiment en train de préparer cette deuxième phase, c'est ce que j'étais en train de dire tantôt, avec le soutien du doyen Aliou Tine, Africa Jom Center, et bien d'autres organisations. Et nous espérons que cette campagne, à terme, va nous permettre d'obtenir d'ici la fin de cette année, en tout cas, suffisamment de dynamisme citoyen, beaucoup de réveil au niveau des opinions africaines pour que la CEDEAO comprenne qu'il est temps. On ne peut plus rester là sous le diktat de quelques chefs d'État. La majorité de la population ouest-africaine veut la limitation du nombre de mandats. Il faut l'inscrire dans son protocole. Tout à fait. Alors, Dr Boga-Sako, depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous avez suivi Mamadou Mbodj depuis Dakar au Sénégal, professeur David Dossé, par rapport à cette synergie d'action entre les mouvements citoyens en Côte d'Ivoire, à Lomé, au Sénégal, un peu partout dans la sous-région ouest-africaine. Mais justement, on va poser quand même une question fondamentale. Pourquoi justement a-t-on l'impression qu'une fois arrivé au pouvoir, les ex-opposants, à l'instar de Macky Sall, hier, des inconditionnels de la démocratie, se révèlent des pires et piètres promoteurs et défenseurs de l'ordre ancien. Alors, qu'est-ce qui pousse justement les ex-opposants, quand même, devenus maintenant présents, à briguer un troisième mandat? L'exemple de Patrice Talon, là, et lui, elle a soutenu ce projet de limitation de mandat, le président Masisi au Botswana. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce cas, justement, au Sénégal, de Macky Sall? Dr Boga-Sako. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Je pense que il n'est pas... Bon, Macky Sall ne sera pas forcément l'exemple qui nous choque le plus. Vraiment, c'est lui qui nous a surpris dans ce revirement. C'était vraiment le président de la Guinée, l'ex-président de la Guinée qui a été déchu, Alpha Condé, un monsieur qui était un grand opposant de longue date et qui nous a tous séduits parce qu'il était un peu, il est d'ailleurs ami à M. Laurent Gbagbo, donc ce sont des opposants de très longue date. Lui, contre, comment il s'appelle, Sékou Touré, Gbagbo contre Oufouette, et puis bon, donc ils ont grandi comme ça, ils ont fait des universités, etc. Et puis voilà, ils arrivent au pouvoir, et le professeur Condé, voilà, il brigue un troisième mandat, il justifie cela, il explique cela. Donc, je veux dire, Macky Sall, qui n'est pas connu comme un grand opposant, enfin un grand homme politique du continent africain, mais c'est triste. C'est triste parce que sa venue au pouvoir, lui, Macky Sall, a été source d'espoir. C'est ensemble que nous avons débouté Ablaye Wade. C'est ensemble. Avec ce mouvement M23 à l'époque au Sénégal, au Sénégal encore il y avait le M23, le mouvement 23, le mouvement des 23, où il y avait même des gens qui n'étaient pas des politiques comme Youssou N'Dour, ce grand artiste intercontinental qui était aussi candidat. Et donc on a cru à l'arrivée de Macky Sall. Que Macky Sall vienne aujourd'hui faire pire que
comment dis-je, à Blair Wade, on est tous choqués. Donc, je veux dire que vraiment, qu'est-ce qui fait que ces gens-là restent attachés? Je pense qu'ils n'ont pas une culture démocratique suffisante, je pense. Je pense aussi qu'ils n'ont pas, vraiment, je veux couper court, ils n'aiment pas leur pays. Et ça me fait penser à ce livre que j'ai écrit, mon dernier, pendant que j'ai fait l'exil. Qui est le président de la République? C'est quoi un président de la République? Tu ne peux pas prétendre être président d'un pays si tu n'aimes pas suffisamment ce pays. Aimer le pays, c'est quoi? C'est d'abord se soumettre à la constitution du pays, se soumettre aux principes et des valeurs, se soumettre à l'intérêt supérieur de la nation. Moi, je ne crois pas que ces gens-là aiment suffisamment le... Parce qu'ils savent très bien que ces décisions-là entraînent toujours des morts. Mais ils se plaisent. Quand la Côte d'Ivoire traverse une crise en 2010, on peut dire que c'est une situation spéciale. Mais les affaires de troisième mandat, de quatrième mandat, tout ce qui va en découler, ça témoigne du manque d'amour de ces dirigeants pour leur patrie et pour leurs concitoyens. Quand on aime son pays, quand on aime ses concitoyens, on ne les expose pas à de telles tueries, parce qu'il y aura forcément des affrontements. Pourquoi? Parce que l'Afrique est jeune. Et la plupart de ces jeunes-là commencent à se familiariser avec l'alternance au pouvoir. C'est vrai que ce sont nous, nos aînés, qui ont vécu sous le parti unique pendant longtemps. Nos générations-là, au moment où on accède à la quarantaine, à la cinquantaine, les partis uniques sont terminés. On voudrait voir donc l'alternance se régulariser, se multiplier partout sur le continent. Et donc, quelque part, pour répondre précisément à votre question, je pense que c'est un manque d'amour, c'est un manque de démocratie. Dirait-on que l'appétit vient mangeant? Quel appétit? Oui, parce qu'il ne veut plus quitter le pouvoir une fois arrivé au pouvoir. Ou soit, ils sont soutenus par l'Occident, notamment la France. Exactement. Mais tout ça, ça résume par un manque d'amour de sa patrie, parce que l'Occident était toujours là, sous le parti unique. Le pays a été toujours riche avant toi. Et il sera toujours riche. Sauf que toi, tu penses que tu peux mourir au pouvoir. Tu ne mourras pas au pouvoir. Nous, on était petits, on pensait que Houphouët n'était pas mortel. Oh, il est mort, le pays est resté. Donc, Macky Sall va beau nous fatiguer aujourd'hui, il s'en ira demain. Je l'ai dit 1000 fois pour mon pays. M. Ouattara est de passage, M. Gbagbo est de passage, M. Bédi est de passage. Ces gens-là, ils n'ont pas eu la culture démocratique. Parce que la culture démocratique, c'est avoir une haute idée de ton pays et savoir que tu le sers pendant un temps, mais le pays restera, alors que toi, tu ne seras plus là. D'accord. Quand j'étais en exil, j'ai beaucoup regretté le décès de M. Ahmed Bakayoko. Un garçon qui voulait devenir président dans son pays. Il était riche, il s'était enrichi et tout ça. Mais un matin, mon cher, je suis désolé, tu laisses tout ça là, tu t'en vas. Parce que tu n'es pas éternel. Quand on est là, on a eu, mais c'est une grâce inouïe, mon cher Amos Sylvain. C'est une immense grâce que d'accéder à la magistrature suprême de ton pays. Et quand tu es là, tu te dis, j'ai un calendrier. C'est un mandat. Si j'ai la chance, je fais le deuxième. Ça, ce sont les grands hommes d'État. Malheureusement, aujourd'hui, on n'en a pas sur notre continent. Tout à fait. On va conclure ce débat maintenant avec Mamadou Mbodj depuis Dakar au Sénégal. Mais justement, avant de conclure ce débat avec vous, dans cette émission panafricaine d'ailleurs, il y a un flou juridique, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, même des Sénégalais le disent, hein, des constitutionnels aussi le disent, hein, ils disent qu'il y a un flou juridique autour de cette question de troisième mandat de Macky Sall. Donc là, on a appris que Macky Sall a demandé conseil à un constitutionnaliste français, donc pour pouvoir expliquer au monde entier que oui, pour nous faire justifier son troisième mandat. Comment réagit justement le Sénégalais lambda par rapport à ça, Mamadou Mbodj? Le Sénégalais lambda est abasourdi, déçu, parce que cette extraversion qui pousse à chercher conseil et avis auprès d'un juriste français, c'est simplement un complexe d'infériorité. Et c'est justement par rapport à ce que disait le collègue tout à l'heure, pourquoi ces présidents-là tiennent au pouvoir. C'est vrai qu'il y a un manque d'amour, mais le manque d'amour résulte du fait justement que l'éducation qu'ils ont reçue est une éducation extravertie, est une éducation coloniale, néocoloniale. On n'a pas rompu au plan éducatif avec l'éducation occidentale. Et cette éducation occidentale, l'autre Camerounais disait justement qu'elle a été
mise pour servir, pour permettre aux Africains d'être simplement des gens qui récitent, qui ne créent pas. Et donc, il y a cette éducation qui fait défaut, qui ne nous enracine pas, qui ne nous porte pas à aimer notre pays, qui ne nous porte pas, évidemment, à avoir suffisamment de conscience et pour être sujet d'histoire. Donc, quand on est complexé, quand on est attaché à l'Occident et qu'on sert davantage des intérêts de l'Occident, c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Et M. Macky Sall, justement, quand il fait référence à un juriste étranger en laissant toutes les compétences qui sont au Sénégal, manque de respect aux Sénégalais. En vérité, c'est aussi une manière de manipuler. Parce que, étant un peu complexé, il pense que les gens sénégalais complexés vont admettre l'idée que le sorcier blanc a dit que Macky Sall a droit à un troisième mandat, donc il a droit à un troisième mandat. De ce point de vue, évidemment, il y a un grand problème qui se pose, et c'est ça que je disais tout à l'heure, la décolonisation des consciences. Ça, c'est le plus important aujourd'hui. Parce que s'il n'y a pas de décolonisation de conscience, il n'y a pas de citoyenneté véritable. Parce que les gens ne croient pas en leur pays, les gens n'admettent pas qu'ils sont capables d'être sujets de l'histoire et ils vont toujours être à la traîne de l'Occident. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il est important que l'on comprenne, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de flou, il n'y a pas d'équivoque concernant la Constitution sénégalaise. La Constitution sénégalaise est très, très, très claire, aussi bien dans la lettre que dans l'esprit. Et M. Macky Sall, au tribunal de l'histoire, je disais, est celui qui a fait le plaidoyer contre le troisième mandat. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas d'équivoque possible. M. Macky Sall ne peut pas faire un troisième mandat et les Sénégalais vont être debout pour lui montrer que il ne peut pas, ni par la ruse, ni par la manipulation, ni par la répression, en imposer. D'accord. On va maintenant conclure ce débat avec vous. Quel message avez-vous à l'endroit de tous les Africains, justement, notamment aux Sénégalais, puisque je le dis tantôt dans cette émission, et mercredi, c'est justement, selon des informations, le procureur de la République a requis contre l'opposant Ousmane Sonko 10 ans de prison pour viol, ou 5 ans pour corruption de la jeunesse, justement, cette jeunesse qui, depuis le début de ce procès, constitue un bouclier humain très lourd d'ailleurs autour de l'opposant Ousmane Sonko. Dirait-on que les Sénégalais sont vent debout, sont déterminés, mais on l'a dit dans cette émission également que les grandes mobilisations n'arrivent plus, les grandes mobilisations seules n'arrivent plus à faire fléchir les dictateurs africains. Alors, que direz-vous concrètement aux peuples africains face à cette situation où les chefs d'État ne sont plus justement inquiétés par cette grande mobilisation? Mamadou Mbodj. Il faut que les Africains, les Sénégalais comprennent que la mobilisation est indispensable pour faire plier les tendances dictatoriales. Ça, c'est le premier élément. Il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on se mobilise et qu'ensemble, nous puissions prendre notre destin en main. Parce que sinon, évidemment, la dictature va s'installer et c'est l'avenir de nos enfants qui est hypothéqué. C'est la même chose pour toute l'Afrique. Je me réjouis de voir qu'il y a une société civile panafricaniste qui se mobilise et avec Africa Joint Center, qui est membre de F24, il y a des choses à faire. Il faut qu'on coordonne mieux nos actions et qu'on comprenne que aujourd'hui l'Afrique est à un tournant décisif. Un tournant décisif parce que l'Occident est en décadence. L'Afrique a les possibilités, les potentialités pour s'en sortir. Mais encore faut-il que nous, Africains, nous puissions nous donner la main, que nous puissions prendre conscience des enjeux et nous mobiliser ensemble pour nous battre et pour barrer la route à tous ces dictateurs qui sont des spires de l'Occident. En tout cas, merci beaucoup Mamadou Mbodj, coordinateur de la coalition Société civile et partis politiques F24. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Dakar au Sénégal. Je nous dirai Nagadef et à très bientôt. Bonsoir. On vous dit bonsoir au professeur. Merci beaucoup. Et au professeur, je vous dis tous bonsoir et bonsoir à toute l'Afrique. Merci. Ensemble, nous vaincrons. Ensemble, nous vaincrons. Bonsoir, merci. On conclut également avec le professeur David Dossé depuis Lomé au Togo. Vous avez parlé de sensibilisation, vous avez parlé également de synergie d'action. Vous avez
aussi parler, justement, je l'ai dit tantôt, de la France, hein, qui essaie un petit peu d'esquiver la question de limitation de mandat présidentiel, si je vous ai bien suivi. Alors, quel message avez-vous à lancer, surtout à la jeunesse africaine, en guise de conclusion dans cette émission? Mon message s'adresse d'abord à mes frères et sœurs du Sénégal. Je voulais leur dire qu'ils doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls dans ce combat. La jeunesse africaine, ou en tout cas ouest-africaine, est totalement solidaire de ce qui se passe au Sénégal. Nous ne voulons pas que le chaos s'installe au Sénégal. Nous ne voulons pas que la démocratie sénégalaise continue de s'éroder. Nous voulons que le Sénégal continue de constituer ce modèle qui nous inspire tous. Donc, que nos frères et sœurs du Sénégal soient convaincus que nous allons nous battre à leur côté pour que la limitation du nombre de mandats présidentiels tel que stipulé dans la Constitution du Sénégal soit respectée. Ensemble, nous allons ensuite poursuivre la lutte pour que la CEDEAO franchisse enfin ce pas tant attendu. Ce pas, c'est lequel? C'est celui qui consiste à inscrire ce principe vraiment de limitation du nombre de mandats présidentiels dans le protocole de bonne gouvernance et de démocratie. Aujourd'hui, pour nous, en tout cas, la question de la démocratie, la question de l'état de droit constitue un véritable enjeu. Il n'est pas question qu'une puissance vienne imposer la prééminence de la question sécuritaire et donner le sentiment que toutes les autres questions passent au second plan. Il faut que l'état de droit passe au premier plan. Il faut que nos dirigeants comprennent qu'il est temps de respecter toutes les libertés collectives et individuelles. Et si l'homme africain se sent enfin libre et épanoui, il pourra mettre toute son énergie au service du développement du continent. Merci. En tout cas, merci également, professeur David Ekwe-Dossé, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, et également membre de Tournons la page. Merci infiniment à vous et on se retrouve très prochainement pour d'autres débats panafricains. En direction maintenant à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec Dr Boga Sako. On l'a dit tantôt dans ce débat panafricain, on l'a dit, au Togo, Faure Gnassingbe est à son 4e mandat. Et malgré la mobilisation du peuple ivoirien, Alassane Ouattara a réussi à faire passer son 3e mandat. Même situation pratiquement maintenant au Sénégal avec Macky Sall. On a parlé des droits de l'homme également. Alors, Dr Boga Sako, les peuples africains pensent qu'on a tout donné, mais il n'y a pas ce rapport de force là comme il faut. Même s'il y a mobilisation, on les tue, on les matraque tout le temps. Alors, quelle motivation donner encore à cette jeunesse africaine qui fait face souvent à des répressions policières en matière de mobilisation des fois? Que direz-vous pour conclure ce débat panafricain, Dr Boga Sako? Merci beaucoup, mon cher Amos Sylvain. Aujourd'hui, ce que mes compatriotes et moi-même, nous avons fait, nous avons joui de notre liberté de penser, notre liberté d'opinion. Dans nos différents pays, les dirigeants ne veulent pas que nous pensions. Ils ne veulent pas que nous réfléchissions. Ils ne veulent même pas que nous essayions de changer. Or, nous sommes des intellectuels, nous sommes des cadres, nous sommes des leaders d'opinion. Notre rôle, c'est d'analyser les situations. Et ils gouvernent. Et nous, nous sommes là pour les critiquer. C'est notre rôle. Et nous sommes dans notre rôle. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et nous disons que ce que M. Macky Sall est en train de faire, il marche à contre-courant de l'évolution de notre continent africain. M. Macky Sall n'a pas compris, lui qui paraissait si jeune par rapport à M. Ablaye Wade, il n'a pas compris que l'Afrique s'est mise dans un moule qui est irréversible. La démocratie s'imposera. L'alternance au pouvoir est aujourd'hui là. C'est une référence, c'est une règle qui va s'imposer à toute l'Afrique. Celui qui n'a pas compris cela, il court à sa propre perte. Et donc, les Sénégalais doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls. Aujourd'hui, on parle pour eux, mais en 2025, la Côte d'Ivoire sera encore sur la sellette. Parce que est-ce que M. Ouattara va faire un 4e mandat? Est-ce qu'il va interdire à M. Gbagbo de se présenter? Et puis ainsi de suite. Le Togo va être pénétré dans cette terre. Tant que nous avons nos facultés, nous allons de parler, de critiquer et de dénoncer. Le Sénégal n'est pas seul. Et moi, mon espoir au Sénégal, c'est que même quand les gens manipulent la justice, même quand ils manipulent les urnes, même quand ils s'imposent candidat pour un 3e ou un 4e, c'est le peuple sénégalais qui tranche. Ils l'ont bien démontré avec Macky Sall, avec Ablaye Wade. Nous espérons qu'ils le feront. Mais en temps, toute
toute l'Afrique, quels que soient nos différents pays, nous élèverons la voix pour manifester notre soutien à nos frères sénégalais parce que l'Afrique est une et elle aspire à mieux. Et j'ai dit. En tout cas, merci à vous. Vos mots sont très pesés d'ailleurs pour sensibiliser surtout tous les Africains à soutenir le Sénégal. Merci également à vous qui nous avez suivis sur Radio Canal K et Radio à volonté, la voix de la résistance africaine. Nous pouvons conclure en réitérant encore, comme nous le disons très souvent dans cette émission, ce message fort que nous a laissé le grand panafricain, paix à son âme, Thomas Sankara, qui nous disait: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend la franchir. Thomas Sankara a renchéri en disant: seule la lutte libère. Et c'est ce que font actuellement les peuples maliens, les peuples sénégalais. Bravo l'Afrique, et le combat continue. Novio, à volonté. Quel est Kétanier. Bonsoir.